Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Analyse 24 avec moi, mon éternel complice Ali Malé. Bienvenue. Merci beaucoup, John. En bonne santé. Tel que vous le constatez. Toujours prêt, disponible pour servir nos téléspectateurs. Merci d'être là. Merci beaucoup. Notre invité n'est plus à présenter. Il est vraiment connu du public congolais. Il s'appelle Francis Kalombo. Il est porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est le président de Ensemble pour les changements. Pour la République. Ensemble pour la République. Il est juriste, il a plusieurs casquettes. Juriste, politologue et politique. Enseignant aussi. Honorable Francis Kalombo, honoraire bien sûr. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Oh, ça va. Ça fait un bail. Oui, bien sûr, ça fait un bail. Bon, tant qu'on ne m'invite pas, je ne sais pas venir, mais on a beaucoup d'occupations ici, Oui. on a beaucoup de charges. Vous étiez à l'extérieur du pays. Oui, pendant 6 ans. Et vous avez retrouvé, vous êtes un vrai Quinois, vous avez retrouvé la capitale. Bien sûr, on a retrouvé la capitale avec ses corollaires, avec ses difficultés, avec ses ennuis, avec tout le problème que le pays connaît. Elle a changé ou Oui, le pays a beaucoup changé par Oui, rapport à 6 ans après. 6 ans après, la misère a continué et la souffrance, ainsi de suite. Et nous espérons avec cet élan que le pays va vivre autre chose, puisque les Congolais méritent autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous ai présenté comme étant juriste, politologue et politique, homme politique, mais beaucoup plus comme un scientifique. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un scientifique pour parler de ce texte. La Constitution de la République démocratique du Congo. Animalé, ça fait débat. Elle est sur toutes les lèvres. Elle est violée. Elle est violée à tel point que Si nous nous c'était une demandons femme, que si c'était si une femme, même Mukwege ne saura rien faire pour elle. Hein. Alors, honorable Francis Kalombo, cette constitution d'abord, elle a été à la hauteur des enjeux congolais. A-t-elle été bien élaborée? Merci beaucoup. À la hauteur, vous savez, il n'y a pas meilleure constitution au monde. La meilleure constitution est celle qui est protégée par sa population. Et pour que cela puisse être comme ça, voilà pourquoi le professeur Djello, dans ses enseignements, nous dit... Un grand constitutionnaliste. Oui, et une constitution sans enracinement dans la psychologie du peuple ne peut résister aux fluctuations de la vie politique. Et pour Djello, une constitution doit traduire les aspirations profondes et légitimes d'une population. En ce moment-là, la population se retrouve dans cette constitution. Aujourd'hui, et quand on leur parle, et même les contenus de cette constitution, eh bien, la plupart ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'histoire politique ou constitutionnelle de notre pays, des 60 à nos jours, toutes les constitutions que nous avons connues, et ce n'ont été que des fruits des négociations politiques suite à des crises politiques. Des fruits des conciliabules. Et ont été élaborées en violation même des règles pour pouvoir élaborer une constitution. Et sans la participation du peuple. Ils n'ont jamais participé. Et c'est ce que le professeur Moulambo appelle, ce sont des constitutions qui traduisent simplement les prétentions ou la volonté des politiciens, des acteurs politiques en présence. C'est eux qui sont en présence, qui marquent ce qu'ils veulent et on traduit ça à la Constitution. Toutes les constitutions. Vous prenez la loi fondamentale qui est une constitution octroyée par la Belgique, qui nous a donné, qui nous a géré. Et quand vous prenez la constitution de 64, celle de Loulabour, la constitution de Loulabour, qui a été élaborée en violation de la loi fondamentale, parce que l'article 4 de la loi fondamentale donnait aux constitutions originaires ce pouvoir au président de la République et aux assemblées. Mais Kasavubu, le 27 novembre 1963, va prendre une ordonnance. D'abord, bien avant ça, il va congédier le Parlement et il va prendre une ordonnance pour mettre en place une commission. Et cette commission, le 30, il va prendre l'autre pour nommer les membres de la commission, j'étais les noms de ces membres. Et ils ont élaboré avec, bien sûr, l'appui des experts des Nations Unies. Ils nous ont élaboré cette constitution que plus tard, on était incapable de pouvoir le mettre en application. On est parti des violations en violation parce que ça n'a jamais été l'émanation de la population telle que voulue. Et quand vous prenez cette constitution que Mobutu a mis aussi dans la poubelle, même avec celle de 67, qui a suivi plusieurs modifications, dont la plupart, le débat continue aujourd'hui dans des salons politiques pour savoir combien de constitutions... La constitution du impair. Du impair de 67. Oui. Et en 70, on va modifier cette constitution. Le impair devient le parti unique.
Et ça, c'est presque pratiquement, nous disons, les spécialistes parlent d'une nouvelle constitution. Et juste une parenthèse, l'un des rédacteurs de cette fonction des 67 s'appelle un certain Étienne Tshisekedi, et oui, entre autres. Ouais. Alors, maintenant, elle n'était pas une mauvaise constitution, comme je l'ai dit, celle qui doit être protégée. Mais en 1974, le impère, il y a eu confusion du pouvoir, le impère devient parti-État, et les autres institutions ne deviennent que les simples organes d'exécution du MPR. Et en 90, on revient encore au multipartisme, ainsi de suite, nous rentrons dans des constitutions qu'on a prises pendant la conférence nationale souveraine, jusqu'à ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila va arriver avec les décrets loi 003 que le professeur Ndjouli appelle un chiffon. Des 12 articles. Hein. Non, ça a commencé avec 3 articles. Oui. Ainsi de suite, qu'Ndjouli appelle un chiffon qui contenait un cachet de l'AFDEL. Donc, on est parti comme ça. Et maintenant, l'actuelle constitution, puisque vous avez demandé comment ça a été conçu. Ouais. D'abord, qui sont les constituants originaires de l'actuelle constitution? Sun City. Quand vous allez à Sun City, d'abord, les constitutions originaires, c'est depuis Sun City, avec la constitution que nous avons eue le 4 avril 2003, la constitution de transition ici des accords globaux et inclusifs de Sun City, dont j'ai participé personnellement. Et cette constitution, dans son article 104, donnait au Sénat le pouvoir d'organiser l'avant-projet de la Constitution. Et dans cet avant-projet de la Constitution, vous verrez qu'il y a plusieurs dispositions, puisque là, j'ai été témoin, il y a plusieurs dispositions qui n'ont jamais fait l'objet de discussions. Prenons l'exemple de la nationalité. L'article 10 est venu depuis Lusaka, parce que beaucoup de Congolais, en prenant des armes, ils ont dit on nous a exclus de la nationalité congolaise, d'où la modification de l'écriture de cette disposition. Ça n'a jamais fait l'objet du débat. Chaque fois qu'il fallait débattre, on dit non, c'est une option, ça a déjà été levé. Donc, on n'a jamais, il y a beaucoup de discours, on n'a jamais réglé. C'est comme ça qu'on dit, toute personne qui s'est trouvée sur notre territoire, c'était pour régler certains problèmes, parce que d'autres étaient armés, et c'est comme ça qu'on a élaboré. Je ne dis pas que c'est la meilleure constitution. C'était une constitution des belligérants. Des belligérants. Oui. Et quand vous regardez les dispositions même de cette constitution, vous verrez que c'était les forces en présence qui ont marqué de leurs besoins dans cette constitution. Mais le mal, c'est quoi? Chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, eux-mêmes commencent par modifier. Lorsqu'il fait asseoir son pouvoir, au départ, on vous fait croire que c'est pour l'intérêt général, parce que les forces en présence sont là. Dès qu'une force prend le dessus, eh bien, ils commencent à le modifier. Vous avez vu vous-même que dès la première législature, on a commencé à modifier, et on veut. Parce que c'est vrai, je ne suis pas contre les modifications constitutionnelles, puisque ça doit s'adapter. Mais elle ne doit pas être intempestive non plus. Non. Bon, mais ici, chez nous, le professeur Essambo dit que le Congo est identifié comme pays non seulement producteur, mais aussi consommateur permanent des constitutions. La RDC est à la recherche d'une constitution stable pour lui permettre d'évoluer. Tout ça, les scientifiques, nous les disons, nous les écrivons, nous constatons, parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ça ne traduit pas. Et ça a été élaboré en violation et à l'absence de la population. Le jour où nous aurons, mais même cette constitution, aussi mauvaise qu'elle soit, peut nous servir de base. De base dans la constitution, si nous arrivons à nous poser des bonnes questions par rapport à l'histoire politique que nous avons connue en République démocratique du Congo. Ali Malé, l'actualité, c'est... C'est toujours la Constitution, oui. Tout autour de la Constitution. L'informateur. Il y a la promesse du chef de l'État par rapport à la nomination d'un informateur pour identifier ou requalifier la majorité. Mais ça fait débat. Il y a de ceux-là qui disent que le chef de l'État va encore une fois de plus violer. Nous revenons encore sur le débat de la Constitution. Violation. Mais vous savez, pourquoi, pour compléter Aliman, les chefs de l'État vont violer? Pourquoi? Parce que le Premier ministre n'a pas encore démissionné. Il n'a pas été non plus déchu. Il n'a pas été déchu par l'Assemblée nationale d'où il émane. Alors, en se permettant de nommer un informateur, dans ces conditions-là, les chefs de l'État, encore une fois, violent ces textes. Non, vous savez, nous, on a réfléchi bien avant, en tant que scientifique. Et je peux vous montrer ici, si les téléspectateurs peuvent voir. Oui. Ça, c'est un revue de l'université de Kinshasa. Hein, Rebuto, beaucoup de scientifiques le savent. C'est nous, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, nous faisons des recherches et nous publions. Il y a des revues scientifiques, peut-être ce n'est pas à la portée de commun des mortels, mais pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les professeurs, on se réfère. Et là, déjà, nous sommes dans la publication numéro 24 de juillet 2012. 8 ans déjà. Oui, et j'ai publié là, voilà les titres que j'ai publiés avec un ami, c'est
les écueils de l'application du régime semi-présidentiel à la République démocratique du Congo. Donc j'avais déjà vu loin les écueils. Et c'est lui qui va prendre pour aller rapidement. On va leur demander d'aller directement à la page 225. Vous verrez ma publication. Donc, une de mes 2012. publications. Nous sommes en 2012. J'ai parlé déjà des écueils pour l'application du régime. Là, vous étiez encore un fervent défenseur du PPRD et de Joseph Kabila. Bien que je sois dans la Kabylie, oui. j'ai publié et j'ai montré des écueils. Et ça, c'est venu après, avant, chez l'Harmattan. J'ai publié les régimes politiques congolais. Ça date de quelle année? Ça, c'est en 2010. C'est Harmattan. Hein? Chez l'Harmattan. Ouais. En 2010, quand j'ai publié, c'est-à-dire que c'est du lourd. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai pensé bien avant. Et les écueils, j'avais compris bien avant que ça ne va pas marcher. Sauf si les hommes et les femmes appelés à diriger la République démocratique du Congo sont animés de bonne foi. Et c'est ça, c'est que nous devons nous y atteler. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez posé comme question. Informateur. Mais nous revenons à la Constitution. L'article 78 de la Constitution donne ce pouvoir au président de la République. Et je mets quiconque à défi de me prouver là où ce pouvoir est limité dans l'espace ou dans le temps. On dit simplement que le président nomme un informateur avec une mission précise pendant 1 mois, renouvelable une seule fois, d'aller identifier la majorité. Tout à fait. Alors, mais là, nous sommes au début de la législature. Mais le mot, voilà, c'est ça. L'avantage de nous autres... C'est pas au milieu. Oui, l'avantage de nous autres scientifiques, c'est qu'il ne faut pas ajouter un mot là où il n'y a pas. Où est-ce que c'est marqué début dans cette disposition constitutionnelle? Non, mais là, nous sortons des élections législatives. Il y a aussi l'esprit du texte. Vous êtes juriste, honorable. Si nous rentrons dans l'esprit, justement, voilà. Si nous rentrons dans l'esprit du test, vous me donnez raison. Parce que dans l'esprit du test, l'informateur vient pour identifier une majorité. Au début de la législature. Ce n'est pas écrit au début, c'est ça le problème. On peut l'identifier à tout moment, suite à des crises, par exemple. Oui. Comme maintenant, nous voyons qu'il y a donc, il y avait une coalition qui s'est dit, qui s'est proclamée. Oui, et du coup, même le FCC, dans sa configuration telle qu'ils ont été conçus, n'est plus. Parce que si Cash est parti de cette coalition, mais au sein du FCC, Bahati est parti. Il y a aussi Burek, du gouverneur Paloukou. Donc, à partir de là, que faites-vous en tant que responsable et garant du bon fonctionnement des institutions? C'est qu'il faut identifier maintenant cette majorité, même en cours de mandat. Pourquoi il faut l'identifier? Pourquoi il faut l'identifier? Je m'explique. Tout simplement parce que s'il y a vote de loi aujourd'hui, s'il y a vote de quoi que ce soit à l'Assemblée nationale, on risque de ne pas faire passer des lois ou quoi que ce soit parce que la majorité n'est pas identifiée, n'est pas palpable. Donc, il faut que lorsque ça bouge, qu'on identifie pour savoir. Mais je vous répète encore une fois de plus, l'article 78 ne limite pas le président de la République et ne dit pas à quel moment il peut le faire et pendant quelle période. On dit simplement qu'il doit identifier. Et maintenant, le président de la République voit qu'il y a une majorité qui est en train de flotter. C'était s'envoler. Oui, ça c'est son mot, moi j'ai vu. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que le président doit faire en tant que garant? Mais il ne peut que chercher à identifier. Et il a un pouvoir qu'on lui donne de par cette constitution. Étant donné qu'au début de cette législature, cette majorité n'a jamais été identifiée. À qui la faute, à qui la responsabilité? Mais nul ne peut se prévaloir de sa proposition. Mais ça, vous vous adressez au président de la République. Mais moi, je parle... Non, mais lui... C'est le péché originel et ça nous rattrape aujourd'hui. Mais vous avez vu... Dès l'entame de son mandat, premier acte, il viole la Constitution. Vous avez vu vous-même... Non, on n'oblige pas à le faire. C'est là où j'ai dit qu'il n'est pas limité. Vous avez vu... Non, mais il y a les us et coutumes constitutionnelles, l'honorable Francis Kalongo. Vous allez me ramener au juge. On échange avec un juriste. Mais vous allez me dire que lorsque la loi n'a rien dit, c'est en ce moment-là que nous faisons recours au juge des coutumes. Mais lorsque la loi a déjà parlé, surtout la loi fondamentale qui est la Constitution, eh bien les juges des coutumes doivent se taire. Donc, puisque cette disposition est réglée par la Constitution. Au début de la législature, personne n'a identifié cette majorité. Et lorsque le président de la République a annoncé qu'il allait nommer un informateur, le FCC s'est mis debout pour dire que non, 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 pas question, on ne peut pas. Et ils sont passés dans les télés. Et pour eux, ils ont dit, nous sommes majoritaires, ils ont allé. Mais aujourd'hui, que ça posait problème, qu'il y a crise. Alors,
Quoi de normal? Il y a opportunité. Quoi de normal pour le président de comprendre maintenant? Il faut qu'on élément qui s'ajoute à certaines personnes. Il faut les contrer ça. C'est-à-dire, vous choisissez, vous décidez, vous dites que le chef de l'État a ces pouvoirs-là, d'identifier la majorité à n'importe quel moment, mais il doit être accompagné par un contre-saint du Premier ministre, il doit être accompagné par certains... Donc, autrement dit, lorsque Félix Tshisekedi va prendre cette ordonnance, nommant un informateur, cette ordonnance doit être consignée par Ilunga Ilunkamba. C'est ça ce que ça veut dire. Je vais aller sur deux plans. Ok. D'abord, le contre-saint est obligatoire. Prenez l'article 79 de la Constitution, alinéa 4, non, alinéa 2, je crois, ou 3. Vous verrez qu'on dit que les ordonnances du chef de l'État sont contresignées par le Premier ministre, en dehors de quelques ordonnances, c'est-à-dire la nomination du Premier ministre lui-même et les autres. C'est une obligation constitutionnelle. Moi, je me demande, les gens qui font les débats, si le Premier ministre ne contresigne pas l'ordonnance, d'abord, revenons un peu en arrière avant de continuer. C'est quoi le contreseing? Nous qui avons eu la chance... Non, c'est une émission scientifique. Je vais lire l'article 79, alinéa 2. Les ordonnances du président de la République, les ordonnances du président de la République, autres que, donc les ordonnances que je vais citer ici, n'ont pas besoin du contreseing. Autres que celles prévues à l'article 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre. Donc, toutes les ordonnances, sauf celles de l'article 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143. Au total, 4 cas seulement. Ok. Maintenant, avant d'aller là, vous voyez qu'on a mis un point. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Maintenant, je reviens. Il faut commencer par expliquer ceux qui nous suivent en tant que scientifiques. C'est quoi le contre-saint? La définition. Vous savez que lorsqu'on ne maîtrise pas les concepts, on va faire des débats à la va-vite sans comprendre. J'aimerais quand même... Moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par un grand cours de droit administratif. Non, le professeur Yuma. Le cours de droit administratif, c'est un grand. C'est-à-dire que quand vous réussissez dans son cours, vous n'avez pas corrompu. Vous demandez aux étudiants, ils vont vous dire. C'est que vous devez maîtriser les choses pour pouvoir avoir des points chez Yuma. Et d'ailleurs, il est trop chiche. Je suis désolé, pour donner des points, il faut vraiment... il faut mériter. Alors, le contre-saint, nous qui avons eu la chance d'apprendre auprès des grands, c'est quoi le contre-saint? C'est l'authentification, simplement. Ça signifie que, j'ai dit que c'est authentique, le document que le président de la République a signé. C'est comme ça que le contre-saint vient toujours après que le propriétaire de la chose ait signé. Puisque les gens pensent que le contre-saint est réservé qu'au Premier ministre, non. Vous voulez envoyer un courrier à la poste. Vous devez exiger le contre-saint de la poste pour que ça soit authentique, opposable à la personne qui part, pour authentifier que la personne qui a envoyé cette lettre est vraiment le propriétaire, c'est lui qui a envoyé. C'est l'authentification. C'est-à-dire que moi, je signe, le président de la République signe, le Premier ministre ne vient dire que c'est authentique ce que le président de la République a fait. Ça ne lui engage à rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça ne lui engage à rien. Si on veut poursuivre quelqu'un qui a signé l'ordonnance, on va poursuivre le président de la République. Ce n'est pas le Premier ministre qu'on va poursuivre. Alors, le contre-saint est obligatoire. Le Premier ministre ne peut pas refuser. S'il refuse, il viole la Constitution. Et s'il refuse, il viole la Constitution. Mais il ne faut pas oublier que le Premier ministre n'est pas un petit garçon de course du président de la République. C'est le chef du gouvernement. Il engage sa signature en âme et conscience. Il n'est pas le petit Milou du président de la République qui lui obéit à l'œil et au doigt. Il est le petit Milou de la Constitution. De la Constitution, pas du président de la République. Et c'est la Constitution qui lui oblige de signer, de contresigner en dehors de ce qu'on a dit, donc chaque fois que le président de la République signe une ordonnance. Donc il est... Même si cette ordonnance violait manifestement la Constitution, le Premier ministre est lié. Il n'est pas lié. Non, il est lié par le contre-saint. Non. C'est là où je vous ai donné l'explication du contre-saint. Donc il peut apprécier. Non. Est-ce qu'on a dit dans cette Constitution qu'il peut apprécier? C'est ça le problème. Vous vous trompez. Le contre-saint est obligatoire. On lui oblige de contresigner. Je répète, parce que ce n'est qu'une authentification. Ça ne l'engage pas. Ça ne fait pas de lui co-auteur de l'ordonnance. Ce n'est qu'une authentification. Il veut authentifier que c'est le président de la République qui a signé cette ordonnance.
Ce n'est qu'une authentification. Regardez bien la définition. Et moi, mais sans cette authentification, c'est que cet acte n'est pas valable. Mais on parle de deux choses différentes. Oui. On va en arriver là. Je vous ai dit, commençons d'abord par le commencement. Ok. Contre-saint. Je vous ai donné la définition. Et les caractères obligatoires. À la poste, par exemple, le contre-saint n'est pas obligatoire, c'est toutes les lettres qu'on envoie. Mais lorsque l'administration a exigé le contre-saint de la poste, et puis en envoyant. Donc je suis descendu tellement bas pour montrer aux gens que ce n'est pas que le Premier ministre qui détient ce pouvoir-là. Même les agents de la poste. Le président de la République ne mendie pas auprès du Premier ministre ses contre-saints. Il ne doit pas mendier. Il négocie pas. Il ne négocie pas non plus. Il ne peut pas. Si le Premier ministre refuse de contresigner, il viole la Constitution. C'est lui qui viole la Constitution. C'est lui le Premier ministre qui viole et on peut l'arrêter. Et je vous balance une autre disposition parce que nous, on est des scientifiques. Oui. Prenez l'article 165 de la Constitution. 165. Ça vous montre que le comportement du Premier ministre peut être sanctionné. C'est-à-dire que s'il refuse, c'est un mauvais comportement et il peut être sanctionné. Alimane, comme à l'église, je vais lire. Ah oui, parce que ici, quel alinéa? Il y a beaucoup d'alinéas. Alinéa 4. Alinéa 4. Alinéa Il y a outrage au Parlement. Voilà. Non, montez avant. Alinéa 3 alors. Oui. Il y a délit d'initié dans les chefs. Non, donnez, je vais vous montrer. L'article 165. Oui. Oui, regardez, l'alinéa 2. Oui. Lisez l'alinéa Oui, 2 de l'article 165. Pièce contre pièce. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque les comportements Stoppez personnels. là. On parle de quoi? Du Atteinte. comportement. Ouais, personnel du président de la République Continuez. ou du Premier ministre Voilà. C'est-à-dire est que- contraire aux bonnes mœurs. Voilà, stoppez là. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez que le comportement du Premier ministre, la Constitution que vous voyez ici, nous qui jouons, qui dormons avec, on sait que les gens badinent ici au Congo. Qui dormons et réveillons avec. Réveillons avec. Les gens badinent. Moi, c'est mon dada. Les gens badinent avec cette Constitution. Le Premier ministre ne doit pas. S'il ose, on dit le comportement. Il la lise comme un roman. là. Ah oui, mais c'est ça la bêtise. Et nous sommes des scientifiques et nous publions, nous travaillons là-dessus. Donc nous allons voir même ce que le commun de mortels ne peuvent pas voir. C'est ce qu'on dit, le droit est comme de la magie, il faut être initié. Quand on n'est pas initié, on ne voit que du flou. On pense que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Non, c'est la réalité. Mais quand les le débats... Premier ministre, je vais en arriver pour le débat. Oui. Le Premier ministre, d'abord, avec ces deux dispositions, vous voyez qu'il est dans l'obligation d'authentifier. Parce qu'il ne vient que dire c'est authentique, c'est le président de la République qui a signé. Mais s'il y a des choses qui ne cadrent pas là-dedans, ça ne l'engage pas. Avant Ça qu'il y ait engage Alima le Léné, président de la République. une parenthèse rapidement. Oui. Un petit tour dans le passé pour comprendre. À l'époque, vous étiez un fin kabylliste. En 2011, lorsque Joseph Kabila nomma les doyens Mwando Simba comme informateur, cette ordonnance-là avait-elle les contreseins du Premier ministre Mouzito? Je vais en arriver. Je vais en arriver. Laissez d'abord. Scrutons un peu l'histoire. On doit d'abord faire comprendre aux Oui. gens ce caractère obligatoire du contre-saint, qui ne demande pas un débat. Et la Constitution l'a dit, on a mis un point. Si le comportement du Premier ministre, s'il ose se comporter autrement, Oui. vous avez vu vous-même, la Constitution demande à ce qu'il soit sanctionné. C'est ça l'avantage que nous autres avons eu, parce que nous avons approché des maîtres qui nous ont montré comment il faut faire, comment il faut réfléchir en science, en tant que scientifique. Donc, je reviens pour vous dire que le contre-saint étant obligatoire, étant donné qu'on lui oblige de le faire, s'il refuse de le faire, il viole la Cours des Constitution. sanctions. Il viole, d'abord, il viole, l'effet d'avoir violé, et L'expose. les juges constitutionnels s'appuiera sur son comportement. Et vous voyez qu'on a tout calculé. C'est-à-dire que le Premier C'est ministre... ça un raccordement frauduleux. Ici, on parle par rapport au comportement qui violerait, qui dérangerait les bonnes mœurs. Mais attends. Non, Mais le fait Est-ce de que- refuser sa signature, Mais c'est quoi? Non, non. C'est pas un comportement. C'est l'insubordination. mais c'est pas un c'est pas lié aux bonnes mœurs, ça. Si, mais attends, on a continué parce que je vous ai dit de stopper. Oui, oui. Non, on gagne du temps. Ceux Ouais, qui sont à la maison peuvent continuer, ils verront qu'il y a plusieurs griefs. 165 alinéa 2. Oui. Non, non, vous Non, avez la parole. non, ok. Donc je disais ceci pour continuer, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Il fallait d'abord que je fasse comprendre aux gens c'est quoi le contre-saint. C'est l'authentification simplement.
Et le caractère obligatoire, la Constitution lui dit tu dois. Ce n'est pas que lui, en apposant sa signature, ça l'engage ou quoi que ce soit. Il veut simplement dire que dans ces documents, effectivement, c'est le président de la République qui a signé. C'est ça l'authentification. Donc les documents-là... Et s'il y a des poursuites, on va poursuivre les présidents de la République. Mais oui, c'est lui l'auteur de l'ordonnance. C'est comme ça que le contre-saint ne vient qu'après. Lui, on ne parle pas ordonnance du Premier ministre. Et le Premier ministre agit par décret. Oui, pas d'ordonnance. Pas par ordonnance. On dit l'ordonnance du président de la République. Quand ça produit des effets qui posent problème, ce n'est pas le Premier ministre, c'est lui. Le contre-saint n'est qu'une façon d'authentifier que c'est le président de la République qui l'a fait. Maintenant, il est dans l'obligation, à moins qu'il ne respecte pas le Congo, les Congolais et la Constitution. Maintenant, s'il ne le fait pas, et l'article 65 a prévu que le comportement du Premier ministre, tout comme du président de la République, nous sommes en 2011, Joseph Kabila nomme un informateur. Je reviens. Mais pourquoi aller plus loin, plus loin en 2011 Quand Kabila nomme Chibala. Non, Kizenga. Nous sommes en 2006. Qui a contesté? Personne. Donc on a commencé déjà cette oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de coutumes, de pratiques, de jurisprudence. Ouais. Quand Kabila nomme, mais en droit parlementaire. Je n'ai pas voulu remonter les temps. Voilà, mais je vous fais remonter les temps. J'ai pris un passé récent. Voilà, je vous fais remonter les temps. Mais lorsque le président de la République nomme un informateur pour identifier, c'est-à-dire la majorité n'existant pas, c'est un désaveu vis-à-vis du Premier ministre. C'est qu'on considère qu'il n'est pas là, qu'il n'existe plus. C'est un désaveu. On reprend à zéro. Maintenant, dites-moi, lorsque les autres disent il faut que le Premier ministre démissionne avant de nommer un informateur. Voilà, c'est le nez du problème. Non, le nez du problème. S'il démissionne, il n'a plus le pouvoir. Il expédie les affaires courantes. Oui. Et lorsque le président veut nommer, ce n'est plus des affaires courantes. C'est une nouvelle affaire qui entre. Comment lui qui expédie les affaires courantes peut venir contresigner? Il n'a plus cette signature-là. Mais il n'en a plus. Il a démissionné. Il est là pour expédier les affaires courantes. Vous comprenez lorsqu'on parle des affaires courantes. C'est-à-dire que les affaires qui existaient, lui n'est là que pour les expédier. Alors, je vous dis que le droit... C'est savant. Hein? Ah oui, et surtout les droits constitutionnels, il faut être initié. Il ne faut pas venir à la télévision participer dans des débats sans maîtriser les choses. Il ne faut pas non plus être constitutionnel des réseaux sociaux. Oui. Il y en a beaucoup de nos jours. Et beaucoup parce qu'ils balancent des trucs sans s'opposer aux gens. Ouais. Moi, j'aimerais être tellement clair pour que ceux qui nous suivent comprennent bien les choses. Vous dites qu'il doit d'abord démissionner. Quand quelqu'un démissionne, il n'est plus en fonction. Et il expédie les affaires courantes par rapport à la continuité de l'État. C'est-à-dire ce qui arrivera après ne le concerne pas. Au nom de quoi qu'un démissionnaire peut venir initier une nouvelle affaire? Non, il viole. Mais comme c'est un acte administratif, et surtout que les documents ne l'engagent pas, le contre-saint n'est que une identification ou l'authentification. Quoi de plus normal qu'il signe les contre-saints dans l'exercice de l'expédition des affaires courantes? Maintenant, c'est là où je vous dis que vous me donnez raison. Quand j'ai dit les caractères obligatoires, je vous ai monté sur les deux plans. Il y a ces caractères obligatoires que les gens ne nous amènent pas. Il doit démissionner avant de contester, parce que s'il démissionne, il ne peut plus. Je mets quiconque à défi de me dire un démissionnaire peut continuer à poser des actes lorsque... Non, ce n'est pas son acte, ce n'est pas non plus son acte. Mais j'en arrive. Oui. Il va poser la signature comme vous avez dit. Donc vous continuez à me donner raison que c'est ces caractères obligatoires-là qui ne peut que lui amener à le faire. Ne pas le faire, il viole la Constitution. À supposer. Donc ici, que les gens ne s'embrouillent pas. Le Congo, quand on aime le Congo, on aime les Congolais, on doit respecter les textes. Donc la on doit Constitution pas a réglé tout réglé. On a tout réglé. l'interprétation. Et même le comportement a été réglé. Le Premier ministre, c'est un aîné, un ancien. Un professeur. Un professeur. Et il ne doit pas se voiler la face. Il doit savoir que lui a l'obligation. Ça ne l'engage pas. Même s'il peut passer dire. Et il doit savoir aussi, on le lui rappelle, peut-être qu'il n'est pas constitutionnaliste ni il n'a pas lu bien la Constitution. Lui, c'est un grand économiste. Mais alors on lui dit que le comportement est sanctionné par la Constitution. Alors, du Premier ministre. Donc ce n'est pas un chèque en blanc qu'on devient Premier ministre en République. Parce que nous parlons Premier ministre, président de la République, Honorable Francis Kalombo, il y a aussi un débat sur les régimes politiques en République démocratique du Congo. Les professeurs de droit constitutionnel, Évariste Bocha, pour ne pas les citer,
dans un entretien avec les étudiants, nous a fait savoir que dans cette constitution, les présidents de la République auraient des pouvoirs beaucoup plus exorbitants que les présidents de la République et que les premiers ministres, et que nous serons en réalité dans un régime primo-ministériel. Non, comment on définit un régime? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, qui est un régime hybride. Tantôt, lorsque le président a la majorité au Parlement, écoutez, ça devient quasiment présidentiel. Hein? Ça devient, on a tendance. Et lorsqu'il ne l'a pas, nous rentrons dans ce qu'on peut appeler la cohabitation. Oui. Et même dans, pourquoi on l'appelle ça cohabitation? On ne l'appelle pas régime primo-ministériel. Parce que le concept est là. Dans un régime primo-ministériel, eh ben, le Premier ministre a tout le pouvoir. Le pouvoir, c'est beaucoup dans un cas de cohabitation. J'explique. Comme en France. Non. J'explique d'abord. Dans un régime primo-ministériel, le Premier ministre a tout le pouvoir. Et le pouvoir qu'a le président de la République, il ne l'exerce que sur demande du Premier ministre. C'est-à-dire que le président a par exemple le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut le faire que si le Premier ministre lui demande de le faire. C'est le cas en Israël, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Grande-Bretagne, où lorsque le Premier ministre se sent mal à l'aise, il demande à la reine ou il demande au président en Italie de lui autoriser. Et là, le président exerce ce pouvoir de dissolution, mais par la demande. Et c'est le Premier ministre, dans un régime primo-ministériel, qui convoque le Conseil des ministres et qui le préside. Ce n'est ni la reine, ni le président. Donc vous voyez un peu la différence qu'il y a. Donc, or, dans un régime semi-présidentiel, même en cas de cohabitation, effectivement, la cohabitation peut arriver, mais le président de la République convoque le Conseil des ministres, le préside, et le Conseil des ministres, c'est l'instance de prise de décision d'un gouvernement. Alors, puisque quand on dit que le Premier ministre a plus de pouvoir, maintenant que le président n'a pas convoqué le Conseil des ministres, qui le convoque. Maintenant que le président de la République n'a pas présidé, qui préside? Vous voyez qu'il n'a aucun pouvoir sans le président. Il reste l'ombre de lui. Ça ne fait même pas, ça ne fait pas débat. Non, ça ne fait pas débat. Donc il n'a pas le pouvoir. Même si nous étions dans un cas de cohabitation, il ne peut pas toujours convoquer. On a vécu la cohabitation en France. Oui. C'est toujours le président qui convoque et qui préside. Alors que dans un régime primo-ministériel, c'est le Premier ministre qui convoque et qui préside. Y a-t-il un pays dans le monde qui a ces régimes? Oui, la Grande-Bretagne. Vous avez, oui, d'ailleurs, ça a commencé en Grande-Bretagne. Vous avez l'Italie. Vous avez beaucoup de pays, d'ailleurs. Beaucoup dans le royaume. Non, en Italie, c'est pas... Monarchie constitutionnelle. Non, en Italie, ils ont un président. Ils ont un président de la République. En Israël, il y a un président de la République. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs. En Allemagne aussi, je crois. En Allemagne aussi, ils ont un président, mais c'est... Le chancelier ou la chancelière. Donc, comme en Italie, c'est le président du Conseil qui préside. Donc, c'est pour vous dire que c'est deux choses totalement différentes. Et là, on a botté en touche. Mais si nous revenons dans notre pays, le Premier ministre, c'est le président qui a le pouvoir. Le Premier ministre n'en a pas. Pourquoi? C'est là où je vous ai dit que lorsqu'on a élaboré cette constitution, bien que dans nos têtes, on pensait dépouiller le président de la République pour ne pas faire un Mobutu bis, mais dans les Écritures, on s'est dit, les forces en présence se sont dit, le président Kabila ne doit pas être un président pour inaugurer les chrysanthèmes. Donc il doit avoir un pouvoir réel. C'est comme ça qu'on lui a doté ces pouvoirs-là, pour continuer à contrôler. Et même on faisait ça en fonction des Joseph. Des Joseph. Tout comme, c'est là où je vous dis que... Et là, vous étiez dans les coups. À l'époque, vous étiez dans les coups. J'étais à Sun City, j'étais dans les coups, on a élaboré. Parce qu'on se disait, notre président doit aussi. Maintenant, tous ces pouvoirs-là reviennent à Félix. Et le FCC pleure. Parce qu'on a fait ça taillé sur mesure, en se disant, le président ne peut pas manquer, même si dans nos têtes, on pensait à ça. Mais on lui a donné le pouvoir. Même dans la modification que nous avons eue, on lui a même donné le pouvoir maintenant d'agir sur les provinces, les chose qu'on n'avait pas avant. Donc, de nommer les gouverneurs et d'agir, de révoquer. Donc, vous voyez que nous-mêmes sommes allés plus loin et le président de la République a beaucoup de pouvoir. Le Premier ministre n'en a pas. En dehors de... Si le président n'est pas là, il ne l'a pas. Parce que l'instance de prise de décision, c'est le Conseil des ministres, c'est le gouvernement. Peut-être avant d'aborder notre sujet d'actualité par rapport à l'Assemblée nationale, on va peut-être clore le dossier à sa constitution avec... C'est quoi la solution avec la constitution congolaise? Depuis 60, 64, passant par Mobutu, Kabila, une constitution ou des constitutions qui ont toujours posé problème. L'actuelle aussi pose problème. C'est la solution. C'est laquelle?
maintenant que la majorité va basculer, est-ce qu'il faut remettre en cause la Constitution pour doter les pays d'une Constitution stable? Il ne faut pas non plus aller trop vite en besoin. Qui vous a dit que la majorité va basculer? Non, on veut requalifier la majorité. La majorité a déjà basculé, mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il n'y a pas meilleure Constitution. Mais une Constitution, pour que la Constitution soit élaborée, même les grands doctrinaires que nous avons la chance de lire, les Diello et les autres, vous disent qu'il faut qu'il y ait d'abord une assemblée constituante. Les élus du peuple choisis par la population, et pour que ceux-là puissent élaborer, même ne fût-ce que des grandes lignes, donner le point de vue pour qu'à la fin, nous puissions avoir. Mais, qu'à cela ne tienne, même si nous voyons qu'il y a des référendums, mais en réalité, les gens ne maîtrisant pas la Constitution. Il n'y a pas meilleure Constitution. La meilleure Constitution, et comme je vous ai dit que Dieu l'avait dit, doit être enracinée dans la psychologie de la population. Et pour que la Constitution puisse être enracinée dans la psychologie de la population, il faut que cette Constitution, dans son ensemble, puisse traduire les réalités, puisse traduire les besoins, puisse traduire de la population. Si ça ne traduit pas même leurs droits, coutumes ou quoi que ce soit, ça posera toujours un problème, puisqu'ils auront du mal à maîtriser cette Constitution. Et ça, on a presque dit des copier-coller. Voilà. On a pris par-ci, on veut faire comme en Belgique, comme dans tel pays, comme dans tel pays. Non, ça ne marche pas. Mais une chose est vraie, c'est qu'on commence par ça. Pourquoi? Parce que les gens qui ont pris des armes ont imposé leur logique pour avoir ça. Il faut peut-être que cette génération passe, qu'il y ait quand même autre chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement montre que les hommes animés de bonne foi, de bonne volonté, on peut faire des choses librement. Voilà pour la première fois en République démocratique du Congo, il y a eu un bouleversement qui a commencé avec les 13 parlementaires. Il ne faudrait pas oublier, pour une fois en République démocratique du Congo, le 13 parlementaires se sont mis debout pour dire qu'il doit y avoir un changement, mais sans prendre des armes. Ils ont refusé de prendre des armes. Certes, aujourd'hui, beaucoup sont partis. Le dernier, Mbombo Léonard, on vient de l'enterrer hier, paix à son âme, mais il commence à partir des Kyungwa Kumwanza et d'autres des capitales qui sont encore vivants. On se sont mis debout pour dire on doit amener un changement dans notre pays sans prendre des armes. Et aujourd'hui, attendez, je vais citer. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Parlement, vous avez vu que les hommes qui ont pris des armes ont imposé leurs lois au Congo. Maintenant, les autres sont venus qu'avec leurs paroles pour concrétiser cette volonté. Moi, je me rappelle, j'étais avec Moïse Katumbi en exil. Combien de gens ne l'ont pas sollicité pour dire financez-nous avec des armes? Il dit je ne prendrai pas des armes par la parole. Félix Tshisekedi dit la même chose. On ne prend pas des armes. Mais aujourd'hui, c'est par la parole. Et il y a eu élection au Parlement. Le vote comme ça, avec une telle transparence, pourquoi ne peut-on pas continuer? Nous allons terminer par ça. Mais Aliman, je crois que les téléspectateurs vont nous en vouloir. Si on ne vous posait pas cette question, il y a aussi un débat. Certains disent c'est lui qui nomme peut révoquer. Est-ce qu'en s'inspirant de cette constitution, les présidents de la République aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, peut-il révoquer le Premier ministre de Lukamba? J'ai posé la question concrètement. Le Premier ministre, s'il ne démissionne pas, la majorité n'étant plus sa majorité, on va le censurer. Il va partir. Il doit être un homme d'honneur. C'est à lui de comprendre. Sinon, il va subir ce que Mabunda a subi. On a donné à Mabunda la possibilité de se défendre et il y a eu vote et elle a perdu. Et Lukamba va subir la même chose. Mais c'est un aîné. Il faut faire attention, Honorable Francis Kalombo. Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, pas trop d'euphorie non plus. C'est peut-être que la personne de Mabunda qui dérangeait. Mais rien ne vous dit, rien ne rassure que Mutatis Mutandis, si on veut procéder de la sorte avec les premiers Lukamba, il va forcément tomber. Les FCC risquent de se resserrer pour sauver leur gouvernement. J'ai l'impression que vous parlez que de Mabunda, mais tout le bureau est tombé. Oui, bien sûr. Et alors? C'est pas effet boule de neige. Et alors, tous du FCC. Les FCC, c'est resserrer. Non, resserrer les rangs. Le FCC est impopulaire. Les députés, ils sont vomis par la base. Les députés FCC sont en train de tout faire pour être réélus demain. Ils ont compris que la manière dont le FCC a comme programme les retours de Chine à Rambo en 2023, ce n'est pas ce que la population veut. Maintenant, ils veulent être réélus. Voilà pourquoi il y a ces changements radicaux. Ils veulent être réélus et chacun pose des actes. Donc bref, le président ne peut pas révoquer. Je reviens sur ma question. S'il ne démissionne pas, il est déchu par l'Assemblée. C'est ce qui va arriver. Je reviens sur ma question autrement.
quittons les contextes actuels où l'Assemblée nationale, ou à l'Assemblée nationale, la majorité s'écrase. Est-ce que le chef de l'État peut nommer, mettant de côté la scène de l'Assemblée nationale, est-ce que le chef de l'État a le pouvoir, dans le contexte actuel, de nommer ou de révoquer le Premier ministre? Non, je vous ai dit... Mettons de côté, j'insiste, la scène de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, c'est la démocratie, c'est le rapport de la majorité qui compte. Si le Premier ministre est en tête, la majorité étant changeante, il viendra au Parlement, on va les défenestrer. Il doit être un homme d'honneur, il doit nous faciliter la tâche, il doit participer au développement et à l'avancement du Congo. Il nous a mis là où nous sommes arrivés avec un seul programme, les retours de Chinarambo en 2023. Pour faire quoi, on ne nous dit pas. Peut-être pour qu'on continue à nous enquiquiner. Voilà pourquoi ils sont vomis. Ils n'ont pas un discours à tenir face à la population. N'ayant pas les discours, je ne vois pas quel est le discours que le Premier ministre viendra avec au Parlement pour essayer de se défendre. Vous avez vu vous-même Mabunda, non? À la fin, elle a fait des aveux. Elle s'est excusée. Voilà. Donc nous attendons les mêmes excuses du Premier ministre. Oui, nous attendons du Premier ministre aussi. C'est ça l'honneur qu'on peut avoir. Alors, nous chutons à l'actualité, c'est aussi les débats autour de ces bureaux d'âge à l'Assemblée nationale, qui, curieusement, le chef de l'État a demandé un congrès au cours duquel il va s'adresser à la nation, polémique ou tollé général. Le bureau d'âge ne peut pas convoquer une telle plénière parce que cela relève de la compétence d'un bureau définitif. D'ailleurs, même le bureau Mabunda doit revenir en place pour expédier les affaires courantes. Heureusement que nous avons en face de nous un scientifique constitutionnaliste. Qu'en dites-vous? C'est pour terminer. Et ancien parlementaire. Ancien parlementaire aussi. C'est de n'importe quoi. Ça, les constituants ne l'avaient pas prévu. Hein. Les bureaux Mabunda a été censuré. On ne veut plus d'eux. Ils ne peuvent même plus remonter au perchoir. Donc c'est fini pour eux. Mais c'est déjà... Voilà pourquoi le règlement intérieur dit, et même la Constitution, lorsqu'ils sont mis en cause, ils ne peuvent plus présider. Ils doivent attendre. Et ils ont attendu. Le sort est connu. Le sort est connu. Comment ils peuvent encore remonter pour faire quoi? Expédier les affaires courantes. En attendant, tout comme au début de la législature, c'est le bureau d'âge qui a commencé, qui les a installés, eux. Pourquoi eux, ils ont été installés par le bureau d'âge et le futur ne peuvent pas être installés par le même bureau? Mais c'est ça la priorité des priorités du bureau d'âge. Installer les bureaux définitifs. Je vais en arriver. Voilà, ça doit être la priorité. Mais je vais en arriver. Mais vous avez aussi un problème qui est la Constitution, qui demande au président de la République chaque année, dans cette session-là, de s'adresser à la nation, à travers le Congrès. Ça tombe que c'est eux qui sont là. Puisqu'ils ont le pouvoir de convoquer les plénières et d'aller, il n'y a pas d'autre. C'est à eux qui détiennent le pouvoir. Mabunda n'en a plus. C'est là où je vous ai dit, lorsque vous êtes démissionnaire, lorsque vous êtes défenestré, vous n'avez plus le pouvoir de signer quoi que ce soit, ça n'a pas de valeur. Donc Mabunda ne peut plus, parce que Mabunda, c'est ces bureaux d'âge qui a organisé les élections de Mabunda. Comment Mabunda viendrait organiser les élections alors que lui a été vomi? On ne veut plus le voir. Elle peut plus. Non, pas organiser les élections, les congrès, surtout que les discours du chef de l'État ne fera l'objet d'aucun débat. Les bureaux n'est que fantaisistes. Voilà pourquoi, puisque vous parlez de fantaisistes, pourquoi elle viendra encore au perchoir pour faire son show? Non, pas faire son show. Mais elle fera quoi, puisque vous dites fantaisiste? C'est les véritables bureaux. Non, la seule personne qui détient le pouvoir aujourd'hui, de convoquer... C'est les Viembosso. La seule personne qui détient le pouvoir aujourd'hui de convoquer une plénière, c'est le Viembosso. Apparemment, il a pris goût. Hein? Il a pris goût. Attendez, je vais... Il tire les choses en longueur. Il annonce déjà une session extraordinaire. C'est un ancien... L'avantage du pouvoir. C'est un ancien du comité central. Hein? Ah oui, Il ne faut pas oublier que les gens ont été formés dans ces pays. Nostalgique. Donc, non, ce n'est pas question de nostalgique. C'est-à-dire qu'il a de la matière. Il connaît, il a la compétence, il sait comment ça évolue, puisque c'est un monsieur qui a été formé. Donc, il ne faut pas qu'on pense que... Vous avez vu vous-même comment il a conduit les débats. Donc, c'est à lui. Parce que les autres ne peuvent... Puisque lui peut convoquer la plénière pour organiser les élections. Maintenant que le président doit s'adresser pendant que lui a la signature. Il a les marteaux. Il a les marteaux de police des débats. Il n'y a pas un vide. Mais c'est lui qu'on a installé pour gérer même Mabunda. La demande s'est faite alors qu'il est là. C'est lui qui a su. Alors, Alimale, aujourd'hui, on a découvert... Parce qu'aujourd'hui, attendez, vous allez faire comment?
lui, il redonne encore le pouvoir à Mabunda. Et après Mabunda revient. Non, même s'il ne donnait pas le pouvoir à Mabunda, mais il ne peut pas. Non, mais Mabunda ne peut pas venir si on lui donne pas le pouvoir. Pour un congrès, il ne peut pas convoquer un congrès. Mabunda qui n'est plus, viendra à quel titre? Le chef de l'État doit surseoir le congrès, attendre un tout petit peu que le bureau définitif soit mis en place, même début janvier, même début... Non, mais parce que ce cas n'est pas prévu par la Constitution, honorable Francis Kalongo. Vous-même avez dit... Oui. Et moi, je prends la phrase d'Aubert Minako. Nous sommes pris à dépourvu. Je prends Aubert Minako. Bon, ce qui n'est pas prévu n'est pas interdit. Non, mais là, on réinvente la roue. Mais je vous dis que ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas interdit, hein, ce qui n'est pas interdit, hein, est autorisé. Ali Malé, on a connu un Francis Kalongo mécène, juriste, politologue, homme politique, et aujourd'hui homme scientifique. Hein. Très impressionné. C'est la surprise qu'a réservé. Alors, nous atterrissons, nous venons d'épuiser nos 3 quarts d'heure. On ne les a même pas vus passer. Hein. Si vite. C'est allé tellement vite. Alors, on vous donne la parole, honorable Francis Kalongo. D'abord, dire une chose. Être mécène de la musique ou quoi que ce soit, les Congolais doivent savoir une chose. Oui. Nous avons des musiciens intellectuels dans ce pays. Vous n'allez pas me dire que Jean Goubal n'est pas intellectuel. Non, c'est pas pour vous n'allez vous pas dénigrer. C'est pas pour vous dénigrer. On ne peut pas. C'est pas pour vous. Hein. Oui. Je parle au commun des mortels. Ah, ok. Il y a un endroit où on va pour acquérir... À l'époque, on vous appelait encore solution. Oui. Il y a un endroit où on doit aller pour acquérir la connaissance et la technicité, mais il faut aimer l'intelligence. Il faut aimer la connaissance et aller. Et c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis en train de faire, et je vous donne même des références. C'est auprès de ces grands-là que je suis allé. Je suis retourné à l'université. J'ai été à l'UPEN pour apprendre la politique, sciences politiques et administratives. Les droits. C'est mon dada. Je suis allé à l'ULK pour apprendre le droit. J'ai été façonné par des grands. J'ai eu de grands professeurs comme Bola, le feu épais. Donc beaucoup. Donc c'est-à-dire que celui qui veut changer, c'est sa volonté. S'il aime, il peut aller et il peut aller loin. Il peut aussi... Moi, j'ai été fasciné par l'intelligence. Je voyais les Samba Kaputo. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer tous ces grands et de participer à tous ces grands rencontres. J'ai été le vice-président de la société civile avec Bahati Lukobo comme président. Hein, il ne faut pas oublier. C'est à ce titre-là que j'ai participé à la table ronde de Bruxelles pour ramener la paix en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que là, j'ai été fasciné par des hommes et des femmes que je voyais, que j'admirais, et j'ai dit, je dois être comme eux. Moi aussi, je vais être un scientifique. L'actuel directeur du cabinet AI du président de la République, c'est lui aussi qui m'a montré aussi. Hébérante, qui m'a montré où je pouvais acheter des livres vers la Sorbonne pour me documenter. Et non seulement acheter des vestes. Hein? Non, voilà la différence. Et des Hier, c'était des vestes, mais voilà que après, il m'a initié pour acheter des livres. Et j'ai aimé les livres. Quel mue. Voilà pourquoi il faut... On dit aux gens, ce n'est pas... Cette métamorphose est due d'abord à la volonté de quelqu'un. Tout à fait. Et je profite pour saluer Kamba Iwacha, un de ceux-là. Et saluer le journaliste... Les grands historiens. Saluer le journaliste Willy Kalengai, qui fait partie de ceux-là qui m'ont incité à me dire non, vous n'allez pas vous limiter à écrire. Je vais vous suggérer d'écrire un livre sur le parcours de Francis Kalongo. Et le tchescoïsme. Okay. Ça viendra, c'est en chantier. Mais on est là, on travaille. Ouais. On passe notre temps en travaillant. Et il ne faut pas que les gens puissent être distraits. Les hommes et les femmes que vous croisez dans la rue, peut-être dans une autre vie, ne sont pas les mêmes. Et les gens, c'est vrai que moi, des fois, ça me plaît. Lorsque les gens me caricaturent, lorsque les gens m'attaquent. Alors, pour terminer, Moïse Katumbi, pressenti Premier ministre. Vrai ou faux? Attendez, c'est sa volonté. C'est le président de la République qui nomme au sein de la majorité. Mais est-ce qu'il a les profils? L'homme a les profils. Tout Congolais qui mérite d'être, c'est le président de la République qui choisit au nom. Moïse Katumbi, il ne faut pas oublier, a été gouverneur dans ces pays. Il a géré une province plus grande que la France. Et son bilan est là. 6 mois seulement après, le Katanga était debout. Et tout le monde, je cite Vital Kamerhe. Je sais que je lui souhaite bon rétablissement. Je sais qu'il vit des moments très très difficiles. Mais Vital a demandé au pouvoir central d'aller apprendre la bonne gouvernance au Katanga parce que c'est là Francis Kalongo, si on ne vous arrête pas, l'émission ne va pas se terminer. Mais je vous dis que tranquillisez-vous, le Premier ministre, c'est le président de la République qui va décider qui il va nommer. Avec un tribun de votre trempe, si on ne vous arrête pas, vous êtes intarissable. On va vous retrouver très vite. On attend un peu comment évolue l'actualité et déjà on vous lance une invitation.
Vous êtes disponible? À tout moment, je n'ai jamais refusé les invitations de journalistes, vous le savez, sauf il faut que le temps me permette. Merci Même beaucoup. vous voyez qu'en dehors de faire de la politique, je suis un scientifique, je suis un avocat. Merci. Donc de temps en temps, on est pris, mais on fait un effort pour que... Là, on déborde déjà, Aliman. Oui, en tout cas, c'était une surprise vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui est habitué dans la tête des Kino, mais dans une autre facette, et on se sépare là. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Analyse 24. Merci beaucoup.